La notion d'être et de co-créer ensemble a toujours fait émerger des étincelles dans mon cœur. C'est ensemble qui nous permet, un humain à la fois, d'écrire de nouveaux récits pour nos aujourd'hui et nos demain, des récits inspirés, teintés d'amour et de collaboration. Alors, dans un élan naturel de partage, cet espace naît enfin, un espace de réflexion, de partage, d'échange, d'écoute, sans montage et sans flafla. Un moment qu'on passe ensemble pour explorer, ressentir et expérimenter de nouvelles façons d'être et de faire pour nos aujourd'hui et nos demain. Bienvenue dans le podcast Ensemble Demain, un podcast animé par Soenco avec moi, Sophia, au micro. Un espace dédié à l'exploration de thématiques variées, d'idées, d'initiatives qui nous ouvrent le regard, celui qu'on porte sur soi, sur les autres et sur le monde. Ici, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de certitude, il y a juste des ressentis partagés, des perspectives, des voies de réflexion, des récits pour inspirer positivement le changement. Parce que j'ai cette conviction profonde que c'est dans le ensemble, dans une démarche de connexion à la fois individuelle et collective, qu'on est en mesure de réimaginer le monde autrement. Un monde plus humain, plus juste, plus en santé, plus vivant. Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ensemble Demain, où aujourd'hui on va plonger dans une thématique qu'on n'a pas encore abordée, qui est celle de la masculinité. Euh, Pas celle qu'on voit passer partout aujourd'hui, mais celle qu'on choisit de réinventer et du changement sociétal qui pourrait en découler parce que vraiment trop souvent on a mis la masculinité dans une petite boîte dorée ou pas et on a laissé les hommes coincés dedans, coincés dans un statu quo qui n'a plus lieu d'être, qui est complètement dépassé et qui finalement peut-être amène des dégâts plus importants dans la société que ce qu'on pense. Et il y en a beaucoup qui ressentent ce besoin-là de s'éloigner de ces normes-là, s'éloigner du statu quo de ce qu'est la masculinité, mais qui ont peur d'être exclus, d'être rejetés, d'être mis dans une autre boîte. Alors aujourd'hui, on va discuter de ce que c'est la masculinité réinventée, être un vrai homme, qu'est-ce que ça peut être d'autre, puis quelle place peuvent prendre les hommes aux côtés des femmes dans cette transition sociétale. Aujourd'hui, je reçois Michael Carrier, qui est un visionnaire selon moi, qui est inspiré et inspirant, et qui est le fondateur de l'initiative Des Hommes qui changent. Des Hommes qui changent, c'est une communauté, je pense avant tout, québécoise, qui offre un espace qui semble sécurisant, un espace où chaque homme justement peut s'exprimer dans sa sensibilité, dans qui il est, et connecter justement à d'autres pour faire renaître cette masculinité. Donc, au travers autant des articles, des cercles de parole, des événements, cette communauté vient justement aller relier ensemble tous les savoirs, les expériences pour aller éclairer le chemin. Et alors qu'on parle beaucoup des femmes dans notre société, des mouvements féministes qui ont tracé la voie de ces dernières décennies, il est peut-être temps que les hommes se joignent activement à la conversation, à la transformation, puis que l'un et l'autre, non pas se divisent, mais se rallient parce que ensemble, demain, c'est aussi le féminin, le masculin, les femmes, les hommes qui se rejoignent pour co-créer ensemble. Alors voilà, Michael, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Et puis, tu le sais déjà, la première question que je pose à chaque personne, c'est justement au-delà de cette présentation que je fais de ton initiative, du projet de cœur que tu portes, qui est-ce que tu es toi, l'enfant que tu étais, les valeurs que tu as aujourd'hui, ton histoire, puis tranquillement, comment tout ça a semé des petites graines qui t'ont mené à des hommes qui changent. Ouais, bonjour Sophia, merci pour cette belle introduction. J'aime beaucoup, mais je pense qu'on va y revenir sur le mot de statu quo. Je l'avais jamais Mhm. nommé comme ça, mais j'aime beaucoup ça, on pourrait en revenir. Qui je suis? Écoute, à l'aube de mes 50 ans, j'ai 49 et quelque chose, donc il y a quelque chose dans... Je suis dans le cœur de cible, on dirait aujourd'hui, des hommes que tu as un peu décrits, là, les hommes qui sont un peu pointés du doigt aujourd'hui, l'homme blanc hétérosexuel de la cinquantaine. Je me sens un peu, non pas visé, mais en tout cas, je suis manifestement dans cette cible-là. Mais plus sérieusement, moi, je viens de France, ça fait près de 25 ans que je vis au Québec. Euh, Tu parles de l'enfance.
J'étais un petit garçon plutôt timide, introverti, je le suis encore dans une certaine mesure, même si je travaille en communication depuis toujours, étonnamment, mais je suis quelqu'un finalement d'introverti. Mais j'aime les gens, j'aime parler avec les gens, mais dans dans mon petit périmètre à moi, dans ma façon de communiquer, d'interagir avec les gens. Euh, et puis, professionnellement, je suis devenu, sans m'en rendre compte, entrepreneur social, c'est-à-dire que j'ai étudié en commerce et communication. Quand je suis arrivé au Québec, j'ai travaillé vraiment dans le monde des médias. Et puis en 2006, j'ai commencé mon aventure entrepreneuriale en créant Novae, qui était un média en développement durable et innovation sociale, qu'on a fait rouler avec mon associé pendant plus de 16 ans. Et finalement, les valeurs, c'est ça, les valeurs, j'ai envie de dire, plus humaines que nous, on traduisait dans un contexte d'affaires, d'organisation, etc. C'était finalement les valeurs humaines, environnementales aussi, mais humaines aussi, finalement, qui me motivaient. Puis 16 ans plus tard, envie de faire autre chose. Et puis c'est ce qui m'a amené à réfléchir à la question des hommes. Peut-être on va pouvoir approfondir vraiment cette question-là, mais Mhm. on a lancé avec deux autres hommes l'idée donc des hommes qui changent. Tu l'as bien décrit, c'est effectivement c'est une communauté. Il y a quelque chose un peu à la croisée des chemins entre le média, la stratégie de conseil, parce qu'on veut travailler avec les entreprises, les organisations, puis effectivement un lieu, tu l'as bien dit, sécurisant, sécuritaire sur c'est quoi être homme aujourd'hui? C'est beaucoup de questions qu'il faut qu'on se pose collectivement, individuellement et collectivement. Et c'est pas toujours facile parce qu'on le dit tout le temps qu'on est dans une époque très clivante, très polarisante. Alors Mhm. on a toujours un peu, on se garde une petite gêne pour aborder des sujets qui sont sensibles comme ça, mais je pense qu'il faut des espaces pour pouvoir les aborder, puis ne pas avoir peur de se tromper dans un contexte où on peut avoir une espèce de rebond pour se faire corriger si on se trompe, mais de pouvoir le faire de façon sécuritaire. Donc c'est effectivement ce qu'on est en train de mettre en place depuis une petite année maintenant. Euh, donc voilà, pour conclure cette petite première question, qui je suis finalement, je suis un homme qui, je crois, s'est toujours posé beaucoup de questions sur qui je suis, sur le sens de la vie, sur le sens de ce qu'on fait, de pourquoi on le fait, de l'importance ou pas de faire certaines choses plutôt que d'autres. Euh, je suis un fils, je suis un papa d'une adolescente, je suis un amoureux, donc ça fait aussi questionner toutes les facettes de ce que c'est qu'être un homme dans la vie et dans le parcours d'une vie. Quand j'étais ado, je me posais déjà des questions et à presque 50 ans, je continue à m'en poser. J'ai quelques réponses, heureusement, depuis, mais j'ai encore beaucoup de questions. Puis j'aime aussi beaucoup poser des questions ou euh, trouver ce qu'il y a un petit peu derrière les masques des gens. Il y a toujours quelque chose qui m'a intrigué au-delà du masque social qu'on porte Mhm. pour se protéger, pour faire attention à soi, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est quelque chose qui m'a toujours plu. D'habitude, c'est plutôt moi qui fais des entrevues, d'ailleurs, qui pose les questions, mais je me prête au jeu aujourd'hui. Mais On donc voilà, inverse. je pense que je suis quelqu'un de curieux et qui aime avoir la sensation de faire un petit peu de changement autour de lui. Hmm. Merci, merci Michael. C'est très beau ce que tu partages, puis comment tu le partages. C'est drôle, tu te retrouves dans l'autre sens cette fois-ci. C'est toi Oui, qui interviewé, interrogé. oui, Euh, il y a beaucoup de résonance dans ce que tu partages, c'est ce que tu partages vers la fin, où tu dis un petit peu voir au-delà du masque, qui se cache derrière l'humain qui est en face de nous aussi, quand il lâche les armes, qu'est-ce qui émerge? Il y a toute la notion aussi de doute, hein, de questionner nos certitudes, que absolument. c'est très importante. Mm. Puis souvent que c'est peut-être ça qui nous ouvre la porte vers d'autres possibles, parce que comment est-ce qu'on peut les imaginer si on ne laisse pas la porte du doute de nos certitudes s'ouvrir un peu? Et là, justement, tu as parlé du fait dans qui tu es, de cette transition que tu as vécue de Novae vers des hommes qui changent. Puis je me questionnais, puis c'est un peu plus par curiosité qu'autre chose, mais ça a été quoi le point de bascule? Ce qui a fait que à un moment donné, tu t'es dit, c'est le temps d'adresser ces questions-là. Est-ce que c'est personnel? Qu'est-ce qui a fait émerger Mhm. le projet, Euh, ouais, l'élan? c'est une très bonne question. Je pense qu'on a tous des déclencheurs quand on amorce des changements dans nos vies, quels qu'ils soient. Euh, Moi, ça a peut-être été un peu d'abord, il y a eu plusieurs étapes dans le sens où j'avais quelques amies femmes féministes avec qui j'avais des très belles discussions depuis longtemps, mais je m'en suis rendu compte par la suite à quel point, pour moi, c'était encore très intellectuel finalement. Je compatissais, j'écoutais ce qu'elles me disaient, j'étais d'accord avec elles, etc. Mais je
me sentais pas concerné ultimement. C'était une question pour les femmes, entre les femmes. Je ne voyais pas comment ça me concernait. Et puis aujourd'hui, je le dis avec presque pas de la honte, mais en même temps, je me dis, mais aïe, 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 ça a pris du temps à ce que je vois à quel point ça devait me concerner, mais c'est ça qui est arrivé quand même, c'est que ça m'a pris beaucoup de temps. Euh, et puis, plusieurs déclencheurs, mais bah, j'ai rencontré ma copine il y a un peu plus de 2 ans, qui est très engagée et qui forcément, bah, on s'est mis à avoir des discussions sur ce sujet-là, évidemment. Mhm. Mais il y a deux choses qui sont arrivées dans ma vie à travers elle, finalement, mais le livre de Lise Plank, Pour l'amour des hommes, et qui a été vraiment une révélation parce que j'ai compris finalement un discours, j'ai envie de dire féministe, mais qui s'adressait vraiment aux hommes et qui m'a fait comprendre à quel point nous étions, je ne vais pas dire un mot victime, mais en tout cas partie prenante du système patriarcal, qu'on a beau être dominant, finalement nous aussi on est dominé par ce système-là, même si on ne va pas mettre des échelles de qui domine qui le plus que les autres, mais ce que je veux dire, c'est que les hommes aussi sont pris dans ce système-là et que nous aussi, finalement, on a à gagner à faire des changements structurels. Donc, ça, et puis une autre, non pas lecture, mais une écoute, un podcast français, le Cœur sur la table, Oui. qui est une série qui décrypte un peu finalement le système amoureux. C'est un podcast français qui décrypte les rapports amoureux, mais qui finalement décrypte aussi beaucoup la construction identitaire d'un bord comme de l'autre. Et là encore, ça a été comme une autre vague de compréhension, de mise en lumière finalement de ce qui se joue dans nos rapports humains, sociaux. Donc ces deux éléments-là ont été vraiment pour moi très évocateurs pour me faire comprendre à quel point en tant qu'homme, j'ai ma place dans cette discussion-là. Ouais. Et puis le deuxième volet, ça a pris encore d'autres mois à faire d'autres lectures, Bell Hooks, etc., des grandes penseuses féministes, etc., que je découvrais complètement. Bell Hooks, j'avais à peu près jamais entendu parler, je le dis avec une grande humilité. Euh, et à force de faire toutes ces lectures, j'ai réalisé, ou en tout cas, c'est ça que ça me touchait, que ça touchait plusieurs hommes autour de moi, de ces questions de qu'est-ce qu'il faut être pour être homme, etc. Et de là, et là, c'est ma casquette entrepreneuriale qui est arrivée, c'est de dire, ah, mais si on aide les hommes, si on intervient auprès des hommes, mais finalement, on intervient dans la société, parce que tous les enjeux de société, ou beaucoup d'enjeux de société, sont issus, émanent de comportements d'hommes, de comportements masculins, de type violent, de type dominant, etc. Tous les types de violences, les accidents de la route, les pyromanes. Il y a une très, 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 très forte proportion d'hommes qui sont impliqués. Donc, c'est là que je me dis, ah, mais si on aide les hommes à identitairement se construire autrement, à accepter d'être autrement, potentiellement, on a un levier incroyable pour apaiser la société. C'est un de nos mojos qu'on se disait entre nous à l'équipe. Là, si on apaise les hommes, on apaise la société. Et puis c'est vrai, je crois, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et donc tout ça a fait en sorte qu'en début 2023, effectivement, l'idée de créer des hommes qui changent a commencé à vraiment se concrétiser, avec un peu à définir notre mission, qui est d'accompagner les hommes et les organisations dans ces transformations-là. Et donc voilà, le projet entrepreneurial commençait à naître. Hmm. Ouais, tout un processus, tout un chemin finalement. Oui. On ne connaît pas vraiment les histoires précises derrière les entreprises. C'est quoi justement les éléments déclencheurs? Merci de nous avoir transporté là-dedans, puis transporté aussi dans les lectures que tu as pu faire. Je pense que ça pourrait être intéressant. Puis tu sais, dans ce que tu partages, il y a quelque chose de super intéressant qui est que on a cette tendance-là à créer des silos un peu partout. Puis dans ton propre processus, il y a comme un mur que tu as abattu à un moment donné. Mhm. Où là, le lien s'est rétabli entre justement tous ces mouvements que tu regardais de loin sans nécessairement trouver ta place là-dedans, puis prendre ta responsabilité là-dedans. Et en abattant ce mur, il y a comme un peu une synergie qui s'est recréée, puis tu as raison, tout est relié autant. Il y a le lien entre les hommes et les femmes, et il y a le lien entre tous nos comportements, nos actions individuelles, puis la répercussion sur le collectif. Donc, je trouve ça beau le lien que tu fais. Puis là, justement, dans l'introduction, je parlais du
Alors, petit souci technique, donc ça se peut que vous sentiez un petit silence entre les 2 moments, les aléas de la technique. Et pour poursuivre, on en était justement dans ce point de bascule que tu partageais avec le lien qui s'était fait pour toi, puis le lien qui s'est fait ensuite, au-delà de toi entre, la place des hommes, la responsabilité qu'ils prennent et un peu la paix dans la société. Puis dans mon introduction, je parlais justement de tout ce qui était question du statu quo, puis de la norme qui est véhiculée aujourd'hui autour de ce qu'est la masculinité. Et puis j'avais envie que toi, tu nous dresses ce portrait-là de aujourd'hui, un vrai homme, ça ressemble à quoi dans cette perception toxique qu'on a de, 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 de- Hmm. de cette image-là? Bah, c'est intéressant parce que tu le nommes, la masculinité toxique, puis on dirait qu'aujourd'hui, quand on parle des hommes, il faut parler de masculinité toxique, là. On dirait qu'il n'y a plus que Oui, ce vocable-là qui est utilisé. Euh, Personnellement, j'ai pas envie de l'utiliser tant que ça, même si ça existe, mais c'est comme si, c'est ça, on a affublé le mot toxique comme si c'était automatiquement associé à la masculinité. Euh, Moi, je dirais que ce qu'on voit, c'est qu'il y a, c'est que les hommes, on a peu appris finalement, on nous a peu appris à être des humains complets, c'est-à-dire c'est Bell Hooks qui le mentionne dans la volonté de changer, qui mentionne quelque chose que je vais paraphraser, mais on coupe l'humanité en deux un peu, hein. Les hommes, on les coupe de toute leur sensibilité, et puis les femmes, on les coupe un peu de toute leur, on va dire, leur puissance, leur pouvoir, bon, je schématise un petit peu, c'était mieux dit quand elle l'écrivait, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, effectivement. Donc les hommes, on est mal outillés, on nous a mal outillés. Nos pères étaient encore plus mal outillés que nous-mêmes pour la plupart, et leurs propres pères encore plus. Donc on vient un peu de cette lignée où on construit des hommes tout croche finalement. Et donc on essaye de réparer ça un peu aujourd'hui. Euh, Puis ben, pour répondre à la question, c'est quoi un homme aujourd'hui? J'ai envie, j'aspire à ce que ce soit des hommes qui soient connectés davantage à eux-mêmes, donc à leurs émotions, à leurs sentiments, à leurs besoins, à leur intimité et donc au lien à l'autre. Toutes des choses qu'on nous dit que c'était pas vraiment des aptitudes nécessaires pour être homme. Au contraire, il fallait plutôt être invulnérable, fort. Il fallait oui, pas être touché et touché émotionnellement et éventuellement même physiquement. Donc une forme de distance physique, émotionnelle. Donc toutes ces choses-là qu'on nous dit qu'il faut absolument apprendre, ou ne pas apprendre en l'occurrence, là pour être homme. Et on voit à quel point ben, ça nous rend malheureux. Moi, ça m'a rendu malheureux finalement sans m'en rendre compte d'être inapte dans plein de rapports humains, dans plein de rapports amoureux, qu'il a fallu que j'apprenne très tard dans ma vie ou que ça a été un long processus. Donc j'aspire à ce que les hommes on se construisent de façon beaucoup plus entière et beaucoup plus souple, j'ai envie de dire, parce qu'on nous apprend aussi beaucoup la rigidité, donc d'être dans une forme de souplesse. Et la souplesse, ça veut dire aussi l'humilité, ça veut dire aussi ne pas savoir, ça veut dire aussi demander de l'aide. Toutes ces choses-là que moi j'ai apprises et que je continue à apprendre parce que c'était pas inné du tout, c'était pas du tout bah, pas inné, c'est sûr, mais pas du tout appris à la petite enfance ou dans la jeunesse. Donc, j'aspire à ce que toutes ces aptitudes-là, les hommes plus ou moins jeunes, plus ou moins avancés dans leur vie, s'approprient ces compétences-là euh, et ne pas avoir peur aussi, ou plutôt accepter d'avoir peur, plus mm, exactement, avoir peur de ce changement, avoir peur d'apprendre quelque chose qu'on n'a pas appris, d'avoir peur, encore une fois, d'être dans une forme de faille. On n'a pas su faire ça, on ne nous a pas appris à faire ça, on ne sait pas faire ça, mais on peut l'apprendre et ne pas sombrer dans les discours masculinistes qui viennent justement complètement attiser ces peurs-là dans l'autre sens pour dire mais non, il ne faut pas que ça change et puis un vrai homme c'est fort, etc., etc. Donc oui. voilà, j'aspire à ce que l'homme soit dans cette introspection finalement. Ouais, puis tu parles c'est OK d'avoir peur finalement, puis d'y aller quand même. Si tu parlais au début de ce que tu partageais, tout le lien avec la déconnexion aussi, ces notions-là, d'humilité, de sensibilité, d'émotion, qui sont un peu des piliers du vivre ensemble.
Et donc, quand on déconnecte l'homme ou l'humain en général de ses facultés essentielles finalement, et de ses besoins aussi Mhm, fondamentaux, mhm. des connexions avec le monde tout autour. Et donc, il n'y a pas cette possibilité d'entrer en responsabilité si on n'est pas dans cette liberté intérieure. Donc, je trouve ça très beau ce que tu partages. Et puis, tu as partagé justement aussi par rapport à ça, comment il y a beaucoup de courants qui nous demandent d'aller justement, de retrouver ce qu'ils ont nommé comme étant l'équilibre. Il faut retrouver l'équilibre. Non, l'homme doit rester fort. C'est ça qui maintient comme une forme Mhm, d'équilibre. mhm. Ben, qu'est-ce que tu leur dis, toi, à ces gens-là? En quoi, finalement, ça maintient plus un déséquilibre qu'un équilibre? Bah, c'est parce que ça maintient un rapport de force, ça maintient un rapport de pouvoir, un rapport de lutte, et c'est fatigant la lutte. Hmm. J'aspire depuis très longtemps à ne plus être dans les luttes qu'on porte tous, vis-à-vis de notre enfance, nos parents, peu importe, on a tous nos luttes pour savoir qui on est, comment être bien finalement avec soi-même et avec les autres. Pour moi, c'est ça, c'est si les hommes, ces hommes-là dont tu parles, si on peut leur faire comprendre mais que la lutte, elle n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Donc, fais la paix avec les choses qu'il y a en toi parce que c'est pas à cause des femmes, c'est pas à cause des autres. Fais juste la paix avec toi-même, avec ton parcours, avec ce que tu avais envie de faire, que tu n'as peut-être toujours pas fait parce qu'il y avait des injonctions, parce que tu t'es créé un personnage, un rôle Ouais. qu'on nous a vendu. Euh, donc c'est ça, après, tous les hommes ne sont pas prêts à entendre ces discussions-là, ces discours-là, hein, c'est une évidence. Nous, avec beaucoup d'humilité, avec des hommes qui changent, on se dit, mais on va d'abord parler à ceux qui ont envie d'entendre et participer à la conversation, puis on sait qu'il y en a. On sait aussi qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas du tout là. Ceux qui sont des grands fans de Andrew Tate, probablement qu'on ne va pas leur parler tout de suite. Puis c'est correct, on ne va pas pouvoir changer, ou en tout cas participer à cette conversation avec tout le monde. Donc, mais ces gens-là, quand on les croise, si on les croise, parce qu'en fait, on ne se croise pas nécessairement tout le temps, c'est aussi des réseaux un peu, on peut être un peu dans nos propres écosystèmes, hein, c'est un peu le Ouais. risque aussi de vivre un peu en vase clos entre ceux qui sont convaincus, hein, mais quand on se croise, si on se croise, c'est ouais, d'ouvrir un peu la fenêtre vers, bah, finalement, toi, tu veux quoi? Mhm. Au-delà de l'injonction, au-delà du rôle, toi, tu veux quoi? T'aspires à quoi? Et puis on aspire tous à être aimé, à de la douceur, même si on ne nous l'a pas apprise. Donc, ultimement, je pense qu'on aspire un peu à tout ça. J'avais fait quelques pratiques de méditation avec Vipassana, qui est une technique pour apprendre une certaine forme de méditation, et que finalement, ce que ça nous dit, c'est que tout le monde cherche à exister, à aimer, à être aimé, et que Ouais. même ton pire ennemi, même la personne la plus violente, et finalement, il y a ça qu'elle a au fond d'elle. Donc, comment on lui fait toucher ça, par contre, je ne sais pas. Mais... Oui, oui, oui. Oui, oui, puisque finalement, on se retrouve dans notre humanité, finalement, dans Bah cet oui, amour-là, dans ces besoins fondamentaux qu'on porte tous. Et donc, bah oui. à ce moment-ci, il n'y a plus de division, mais il y a un lien clair qui s'établit. Ouais, donc de ramener dans ce à quoi on aspire, ce dont on a besoin. Puis ça m'amène à l'autre question que j'avais, justement, et puis je trouve que ça découle complètement, mais on le dit souvent, on le répète, Gandhi nous le disait aussi, soit le changement que tu veux voir dans le monde, puis comme quoi ça part de l'intérieur. Et justement, à plus large échelle, comment est-ce que de commencer par ce soi, mais pas le soi dans sa quête égocentrique, mais vraiment le plus grand soi, comment ça peut rayonner autour de nous, dans la collectivité? Quelle est la place justement de cette transformation intérieure à l'extérieur de nous, justement? Qu'est-ce que tu as pu constater, peut-être même dans le tangible, autour de toi? Euh, Bah, de toute façon, oui, ça part de soi. Je pense pas que j'aurais pu créer cette organisation-là il y a 20 ans, parce que j'étais pas là, parce que je comprenais pas ce que j'essaye d'expliquer ou de nommer aujourd'hui. Clairement, je le comprenais pas. Donc, je pense que ça vient d'abord d'un parcours personnel qui fait que on comprend les petites choses avec lesquelles on a envie de jouer après, et puis d'en faire quelque chose d'un petit peu plus grand que soi. Puis ça, c'est la partie, j'ai envie de dire, le fun, là, ou en tout cas stimulante, professionnellement parlant, de dire, bah, ah, waouh, j'ai compris ça, puis on dirait que ça pourrait être utile à la société, au collectif. Qu'est-ce que je peux faire pour que
je veux dire, cette compréhension que j'ai fait moi personnellement, intimement, et que je continue à faire, je suis encore en apprentissage Mhm. largement, comment je peux en faire bénéficier d'autres hommes. Puis ça a commencé par discuter avec des amis qui sont devenus mes partenaires dans ce projet-là. Mais après, pour moi, c'est la communication. Je suis quelqu'un de communication. Je disais en début de discussion que je suis un introverti, mais finalement, j'ai toujours travaillé en communication et je trouve que c'est très, très rigolo ce qu'on fait de nos vies. Euh, et pour moi, la communication, elle est cruciale dans ces démarches-là parce que finalement, c'est à force de mettre, j'ai envie de dire, du savoir ou de l'expertise, de l'expérience au vu et au su d'autres personnes que chacun peut après se l'approprier là où il est sur son propre chemin. Quand on Mhm. travaille avec des organisations, avec des entreprises, on leur dit la même chose. On peut travailler avec des hommes, mais travaillons aussi avec les gens de communication pour que ça véhicule ces messages-là, que ça percole autrement que des plus convaincus. On touche un petit peu celui qui est beaucoup plus réfractaire, mais qui va entendre passer le message. Puis dans 10 ans, il en aura fait quelque chose parce qu'il sera passé quelque chose. Donc pour moi, le soi versus les autres, pour moi, passe par la communication. Et puis les communications, quand on se parle comme on le fait aujourd'hui, qui devient un podcast, qui est entendu, qui va être partagé, c'est ça, c'est de la communication. On est dans une société hyper communicante, là, mais ça fait partie de la transformation. Et la communication et la conversation, pour moi, c'est deux choses un peu différentes, mais intimement liées. C'est pas je te pousse mon message, puis achète ce que je te dis, c'est Ouais. échangeons, conversons, confrontons nos perspectives, nos points de vue, nos vécus. Euh, mais encore une fois, j'ai envie de dire, un peu avec l'humilité j'apporte un savoir que je crois avoir. Et puis finalement, Mhm. ce que tu vas me répondre va me faire, ah ben non, en fait, je ne le savais pas si bien que ça, mais quand même, on avance. Donc, d'arriver avec l'humilité de dire, je t'apprends peut-être quelque chose, mais assurément, tu vas m'apprendre aussi quelque chose, puis on va avancer. Mais avec la perspective, l'ambition, l'envie quand même que ce soit pour le mieux, le bien collectif et pas juste pour mon bien à moi. Oui, donc des conversations qui sont à la fois courageuses, mais qui sont dans une certaine nuance. Et puis où on se Oui. nourrit l'un l'autre. Puis, tu sais, quand tu parles de ça, je fais souvent la distinction beaucoup entre communication et à ce stade où tu en parles, je trouve, qui est de l'ordre de la transmission, où justement l'un va nourrir l'autre avec le savoir qu'il apporte, mais qui n'est pas un savoir qui est figé, puis qu'au Mhm. fil de ces conversations, de ces rencontres, de ces échanges véritables et courageux, il y a des graines qui se sèment, puis on parlait hors antenne du temps long et de l'importance du temps long aussi dans ce processus-là, un processus en fait que tu nommes qui a été très intime pour toi, puis que tu continues de vivre et au fur et à mesure que tu le vis, ben, ça vient éclairer peut-être le chemin vers ce que tu vas transmettre, vers ce que tu vas Mhm. partager, vers ce que tu vas amener dans tes élans d'entreprendre aussi. Et justement, dans le concret de tes actions, ça ressemble à quoi? Comment est-ce que justement tu t'invites ces hommes-là j'aime bien dire, lâcher les armes? Comment, au travers les initiatives, est-ce que tu vas aller co-créer cette masculinité renouvelée, ouvrir le chemin? Mhm. C'est tous les jours. Euh, Notre point de départ, un de nos points de départ, c'est l'importance du messager pour transmettre le message. Et autrement dit, l'importance que ce soit des hommes qui parlent à d'autres hommes. Puis pour moi, je pense que ça fait vraiment partie de l'équation. On le voit, les mouvements féministes, la littérature féministe, évidemment, a été est portée principalement par des femmes. Euh, Si on y va de façon beaucoup plus concrète, stratégique dans ce qu'on fait dans les entreprises, on passe beaucoup par la porte de la diversité, de l'inclusion, qui est évidemment un sujet important pour beaucoup de grandes entreprises. Les personnes qui portent ces dossiers-là sont en très forte majorité des femmes, des Mhm. personnes racisées, et bref, l'homme blanc, hétérosexuel, aujourd'hui, il se sent un peu tassé dans ces discussions-là. Et pour moi, l'important, c'est que ce soit des hommes qui parlent à ces hommes-là, pour qu'ils aient une écoute autre. Et c'est peut-être triste de le constater, mais c'est quand même ça le Oui. constat, c'est qu'il y a une écoute qui est plus là, si c'est un homme qui leur parle. Donc,
Pour nous, ça fait partie de l'équation, c'est de dire il faut qu'on incarne des hommes, puis nous, mais d'autres qu'on va, entre guillemets, recruter ou en tout cas mobiliser, que ce soit bien des hommes qui se responsabilisent pour eux-mêmes et pour faciliter cette discussion-là avec d'autres hommes, parce que manifestement, il y a beaucoup de ces hommes-là qui n'entendent pas quand c'est les femmes qui leur Hmm. parlent. Et parce que je l'ai vécu, c'est ce que je te disais tout à l'heure, que Ouais, des amis ouais. féministes m'en ont parlé pendant des années avant que je comprenne à quel point ça me concernait. Donc, si ça avait été un ami homme qui m'en avait parlé, je suis convaincu que j'aurais écouté autrement. C'est triste, ça aussi, mais c'est ainsi. Oui, Donc, oui. on veut faire partie de ce bout-là de la solution, de dire, ben, si c'est des hommes qui parlent donc à d'autres hommes, ça porte le message autrement. Puis après, euh, je disais tout à l'heure, ça dépend où sont les hommes. On veut travailler d'abord avec ceux qui ont envie, qui ont un certain appétit, une certaine curiosité, une certaine ouais, une propension à vouloir faire partie de ça, pour qu'eux-mêmes soient finalement un peu des ambassadeurs, ou en tout cas qui portent ces messages-là dans leurs propres équipes, écosystèmes, familles, quartiers, etc., selon ce qu'ils auront envie de le faire, comment ils auront envie de le faire. Puis, tranquillement, de faire grandir un peu cette communauté d'hommes transformés, qui auront changé, je ne sais pas quel terme il faut utiliser, mais en tout cas ces porte-paroles, on va dire, d'une masculinité plus saine. Et puis on revient sur le temps long, ça va être des années, pour ne pas dire des décennies, et peut-être même encore plus que ça pour transformer complètement une société, mais voilà, c'est là qu'on est aujourd'hui. Ouais. Ouais, et puis il faut s'éloigner en fait de ce désir d'instantanéité dans les actions qu'on porte Ah parce oui, que oui, absolument. c'est ça, c'est un processus qui est long. Puis, tu sais, de ce que tu partages, ce que je comprends, c'est qu'en fait, tantôt tu l'as mentionné aussi, que vous allez chercher les hommes à la place où ils sont et un peu à la place où, mettons, toi, tu étais à un certain moment où tu t'es Mhm, dit, non pas que je veux ramener encore des boys clubs d'une autre façon, mais d'aller chercher les hommes là où ils sont avec la façon qui fait que à ce moment-ci, ils vont entendre le message versus si mhm. ce sont des femmes. Et là, peut-être que c'est pas du tout dans vos plans quoi que ce soit, mais est-ce qu'il y a un moment où, dans le processus, les deux se rallient? Est-ce qu'il y a un moment où les deux se rencontrent, les hommes et les femmes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe où, une fois que la porte est ouverte, les deux se retrouvent? Bien sûr. Ok. Heureusement, heureusement, oui, mais bien sûr. Puis même déjà, nous, dans l'équipe, on est des hommes qui avons cofondé l'organisme, mais il y a des femmes avec nous, il y a une femme sur le CA, il y a des femmes sur nos comités aviseurs. Évidemment, non, non, l'idée, c'est pas de recréer des boys clubs, loin de là. Mais oui, effectivement, et je pense que ça va dépendre beaucoup des... C'est un sujet qui est émergent dans une société qui est très, je le disais tout à l'heure, polarisante et puis clivante, etc. Donc, il faut y aller avec beaucoup de tact, avec beaucoup de sensibilité, avec beaucoup d'écoute. Euh, Notre approche va être aussi beaucoup sur mesure en fonction de quelle entreprise on parle, dans quel écosystème on parle, de quel groupe communautaire on parle. Qu'est-ce qui se passe là? Donc, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de recette toute faite. Notre premier jalon, effectivement, c'est de sécuriser, de dire que des hommes peuvent parler, et que là, je pense que ce soit qu'entre hommes, c'est important. Mhm. Mais ultimement, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait des femmes qui rentrent dans la conversation, parce que des points de vue de femmes, bah, c'est pas nous qui allons les inventer. On va pas refaire du mansplaining à l'intérieur de nos groupes d'hommes. Donc, il faut absolument que les femmes, que les personnes issues des communautés LGBTQ soient là aussi. Enfin bref, l'idée, c'est de commencer en disant on sécurise, puis entre hommes, là, on peut se parler, puis on peut se tromper, etc., etc. Puis ouvrons-nous, facilitons l'ouverture en fait des hommes qui sont peut-être pas tout à fait ouverts encore aujourd'hui à d'autres types de discussions, avec d'autres types de conversations, avec évidemment les autres personnes. Euh, mais encore une fois, ça va dépendre des formats, des contextes. Il y a des moments, ça sera que des conversations entre hommes, puis il y aura des moments où il y aura des conversations mixtes et beaucoup plus ouvertes, parce qu'on sentira que la conversation peut être enrichie ou peut avancer. En fait, pas être enrichie, mais peut être entendue et peut avancer. Donc, l'idée, c'est pas d'être dans la confrontation, qui est beaucoup la perception qu'on peut avoir du féminisme, ou en tout cas du rapport homme-femme. Comment créer des espaces où il n'y en a plus, ou beaucoup moins de confrontation et beaucoup plus finalement d'écoute, de partenariat, de coopération finalement.
Ouais. entre les individus. Et puis c'est quoi dans ces espaces la place des émotions, dans ces Ah, conversations? c'est majeur, c'est majeur, c'est ce dont on parle prioritairement, ou en tout cas c'est ce vers quoi on se dirige peut-être, parce que c'est peut-être pas de ce dont on parle nécessairement au début, parce que euh, je le vois dans les cercles de parole qu'on fait, que j'anime. Il y a d'abord quand même une grande barrière d'abord. Puis on va dire, les hommes vont dire, bah oui, je fais ça. Nan, nan. Il y a quelque chose de très factuel, de très rationnel. Puis ça Hmm. prend une couple de rencontres pour que là, ça se lâche. Et puis on parle de waouh, de ce que j'ai vécu, puis de ce que je ressens, puis j'ai été bouleversé, puis j'ai pleuré, puis je peux pleurer pendant le cercle, etc. Donc Ouais. les émotions sont au cœur, mais ce n'est pas forcément le premier niveau. Ça dépend encore une fois du contexte de avec qui on parle. Ouais, il faut enlever des épluchures avant que Oui, les beaucoup. Oui, émotions se oui, révèlent. Ouais. oui. Puis là, tu parles de cercle, alors je vais m'en aller vers la prochaine question, qui est celle du ensemble, parce qu'après tout, on est dans un podcast qui s'appelle Ensemble demain. Tu sais, t'en as parlé pas mal déjà, mais c'est le fait de se retrouver en cercle, d'échanger, de parler, mais comment justement le ensemble peut nous amener dans un autre chose, cette communauté-là, au-delà de l'intellectuel, au-delà des savoirs scientifiques, au-delà des, c'est des conversations avec la tête, c'est comment le ensemble joue un rôle, c'est de manière générale dans nos sociétés, puis comment ça peut nous aider hein, justement à transformer cette masculinité-là. Hmm. J'ai presque l'impression que la question est dans l'autre sens, dans le sens où comment nous, on peut individuellement, là on ne parle plus que des hommes, mais individuellement contribuer au ensemble. Hmm, Euh, parce que dis-moi finalement, plus. ben, on est une espèce grégaire, hein, on vit ensemble hein, par la force des choses. Ce sont rares les individus qui sortent de la société, il y en existe, mais quand même, majoritairement, on vit ensemble, tous là. Donc, je ne sais pas comment répondre à cette question, mais j'aspire à. Moi, je pense que ça revient à la question de comment on est mieux avec soi-même pour être mieux avec les autres, donc pour Hmm, être mieux ensemble. Puis je pense que si on va mal avec les autres, c'est d'abord parce qu'on va très mal au fond de soi. Euh, J'entendais encore je parlais avec certains hommes dernièrement qui me témoignaient à quel point ça avait été compliqué d'aller consulter un psychologue ou un thérapeute. Et je me dis, mais c'est fou, moi j'ai l'impression que c'est naturel pour moi de l'envisager. J'en ai consulté, j'ai quasiment tous mes amis autour de moi, j'ai l'impression qu'ils ont tous eu un psy dans leur vie à un moment donné, euh, mais qui a encore ce frein de presque une honte, ou en tout cas il y a vraiment un hmm, blocage d'aller chercher une aide euh, psychologique. Euh, mais déjà, c'est la base. On devrait tous pouvoir accéder à ça facilement et tôt dans notre vie euh, pour, euh, bah, pour aller dénouer tous les nœuds que nous avons nécessairement à un moment donné dans nos vies. Donc, pour moi, le ensemble, c'est déjà finalement apprenons à prendre soin de nous pour vrai. hmm, Et pas juste parce que je cours mon marathon et puis que je peux le mettre sur mes médias sociaux, là, prendre soin ouais, vraiment physiquement, émotionnellement, psychologiquement. Euh, puis j'ai l'impression que bah, je pense que ça revient à ça. Si on fait la paix avec nous-mêmes, on fait la paix avec les autres quand même en grande partie. Là, donc, et encore une fois, je pense que les hommes sont mal outillés pour ça. Les femmes, je crois, vous êtes socialisés davantage pour être sensibles à ça, pour être à l'écoute de ça. Les hommes, on est peu socialisés pour ça, donc je pense que c'est un grand manque. hmm, Si on prenait davantage soin de nous, on prendrait soin des autres, de nos copines et de nos amis, beaucoup plus. Donc le ensemble, j'ai l'impression, part d'abord ouais, de l'individu, comment on se guérit soi-même finalement. ouais, ouais. Comment on prend soin de soi, mais finalement, ce que ça nous permet, c'est de radicalement prendre soin du collectif autour de nous au travers de cette Mhm. initiative-là. Tu sais, tu l'as nommé quand tu parlais des psychologues. Bah, c'est aller voir un psychologue, c'est demander de l'aide. Donc, il y a cette Ouais. barrière à faire Mhm. tomber. Aller voir un psychologue, c'est oser être vulnérable dans un espace face à l'autre, Absolument. donc Ouais. d'enlever une autre barrière. J'avais une autre question, puis je l'ai perdue de vue, mais oui, ouais, mon autre question, c'est, et puis on n'en avait pas parlé, mais
J'aimerais bien avoir ton point de vue là-dessus parce qu'il y a tout cet élément de transmission, puis l'idée que un homme qui va l'incarner, qu'il ait 20 ans, qu'il ait 50 ans, va aller en parler aux autres, avoir des conversations, l'incarner tellement que peut-être il va en contaminer d'autres. Et puis, il y a ce moment, dans l'enfance où justement on va construire ces barrières-là autour de nous, où on va construire notre cage dorée, où on va justement accumuler les masques en tant que petit garçon. Comment est-ce qu'on agit sur un système qui est plus grand que nous, puis finalement où tout part un petit peu de la manière dont on nous a transmis les choses tout petit? Une grande question qui me passionne, la transmission, Mmh. notamment intergénérationnelle, mais après transmission aussi, même effectivement, si on parle de l'école ou de la société, comment entre guillemets, on construit les petits garçons, les futurs citoyens. Moi, je trouve ça, il y a deux choses. Il y a à la fois qu'est-ce qu'on donne comme outil aux enfants, puis euh, ma copine intervient auprès des enfants, elle leur apprend vraiment les rouages, les apprentissages socio-émotionnels. Puis je trouve Mmh. son métier merveilleux parce que quand tu as 6, 7, 8 ans, puis tu es capable de nommer pourquoi tu es triste, pourquoi tu es en colère, pourquoi cet ami-là, il t'a fait de la peine, etc. Euh, Ces enfants-là, ces petits êtres-là ont un vocabulaire que j'ai l'impression d'avoir appris 30 ans plus tard. Donc, c'est sûr qu'ils partent dans la vie avec des outils que je n'ai pas eu, que nous n'avons pas eu dans notre génération. Euh, donc, c'est sûr d'apprendre aux plus jeunes à exprimer leurs sentiments, leurs besoins, de connaître ce vocabulaire-là. Donc, ça veut dire aussi de l'introspection, d'être capable de se Mmh. regarder soi-même. Qu'est-ce qui se passe là dans mon corps, dans mon ventre, dans ma tête, là, que je bouillonne et puis que je suis pas bien, etc. Donc, tout cet apprentissage-là, je le trouve merveilleux. Donc, j'aspirerais, je souhaiterais qu'il soit étendu plus largement. Euh, Puis après, la transmission, moi, je trouve que c'est quelque chose de fascinant. Je le mentionnais tout à l'heure, hein, les hommes, on est issus de nos pères, de nos grands-pères, de nos arrière-grands-pères. Il y a quelque chose qui me fascine là-dedans parce que finalement, on porte toutes les blessures. Finalement, nos blessures viennent des blessures de nos aïeux. Donc, toute la psychologie intergénérationnelle, il y a quelque chose que je trouve incroyable à explorer. Tout ce qu'on appelle les constellations familiales pour revivre des moments marquants dans nos dynamiques familiales. Et pour moi, il y a quelque chose de très puissant parce que d'une part, ça passe pas que par le cérébral, il y a quelque chose qui passe beaucoup puis sans partir dans l'ésotérisme, mais là, il y a quelque chose qui est plus de l'ordre de l'énergie, du ressenti. Moi, j'ai expérimenté des choses que je trouvais très intéressantes, de ne pas analyser par la tête avec un psychologue, mais de ressentir des choses par le corps. Et ça m'a fait faire des blocages ou en tout cas comprendre des choses que je n'avais pas compris avec un psychologue. Donc tout le passé, le passif des générations précédentes qui est à explorer, que je trouve très intéressant parce qu'on se rend compte finalement que si on a des comportements, des attitudes, des réflexes, on peut se rendre compte que nos pères, nos grands-pères en avaient beaucoup de cet ordre-là aussi. Donc il y a encore une fois une espèce de prise de conscience à faire pour déconstruire des choses, défaire des choses, couper un peu des morceaux de lignée qu'on veut plus, qu'on veut pas porter. Euh, mais là encore, faut oser y aller. C'est pas tout le monde qui veut aller là. Ça peut être un petit peu pas épeurant, mais en tout cas impressionnant. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas aller là. Puis pourtant, je trouve une telle mine de connaissance de soi, finalement, et éventuellement de compréhension de l'autre aussi, qui a Mmh. son propre cheminement. Euh, mais je te disais en début d'entrevue, moi, il y a quelque chose qui me fascine qu'est-ce qui se passe derrière les masques, de comprendre. Je le fais pour moi-même, j'essaie des fois de le faire avec les autres. Et je trouve ça beau. Je trouve ça beau parce qu'il y a beaucoup à découvrir. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, sujet qui ne m'intéresse aucunement, mais parce qu'il y a tellement d'autres Merci. choses, j'ai l'impression, tellement plus passionnantes que ça, et tellement plus utiles si on se comprenait beaucoup plus en profondeur. On serait tellement beaucoup plus équilibré, peut-être pas équilibré, c'est peut-être pas le bon terme, en tout cas mieux dans nos baskets. Là. Donc ouais, c'est ça, de fouiller finalement dans qui on est, mais avoir l'audace, le courage d'aller là pour, euh, Mmh. pour soi, puis pour les autres. Oui, et puis c'est un chemin de guérison en fait qu'on entame, Oui, puis en se oui. comprenant, en fait en comprenant l'autre et puis
ceux qui étaient là avant nous finalement, puis qui ont vécu des choses importantes, significatives, mais on arrive à se comprendre soi. Comment l'histoire finalement des générations nous affecte nous aussi dans notre soi. Absolument. Puis là, ben, quand on est en capacité justement de comprendre l'autre, puis de guérir nous-mêmes, est-ce qu'on ne devient pas plus en capacité d'avoir de l'empathie aussi? Eh oui, c'est Oui. sûr. Ouais. Eh oui. Puis l'empathie, moi c'est une capacité que je continue de développer, mais que j'étais mal outillé, j'étais peu empathique. Mhm. Étonnamment, parce que je dis étonnamment dans le sens où j'ai quand même fait des choix professionnels dans l'innovation sociale, etc. Donc ça traduit quand même bien une sensibilité à l'autre, une sensibilité à la société. Donc clairement, ça vient de l'empathie là quand même, mais je trouve que c'est un outil dans ma boîte à outils que j'ai consolidé fortement ces dernières années. Puis, encore une fois, je pense que la construction masculine, sans dire que c'est tout le temps ce schéma-là qui revient, mais il y a quand même ça de cet ordre-là. Quand même, l'empathie, encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on nous dit d'apprendre comme homme, Mhm. parce que au contraire, sois fort, puis tu vas pas pleurer parce que l'autre est triste. Hein. Soit toi, sois fort, sois le Ouais. pilier, etc. Donc il y a quand même beaucoup ces schémas-là qu'on nous a inculqués, qui fait que ben, l'empathie, c'est pas une corde naturelle qu'on a eue. Mais donc oui, de faire toutes ces réflexion, tout ce travail d'introspection, de connexion à soi et donc à l'autre, assurément développe l'empathie, oui. Ouais. Puis cette empathie, elle se cultive un peu comme tu le dis Ben oui, finalement. oui. Peut-être que justement tu l'avais, mais tu l'avais à un autre niveau sur le continuum de l'empathie. Fait que c'est d'aller explorer justement, puis cette empathie qui nous relie à l'autre, puis qui nous permet de voir l'autre tel qu'il est, puis de comprendre que si nous, on vit des choses, probablement que l'autre en vit. Donc il y a comme aussi, tu sais, on est très dans la division, tu le mentionnais tantôt, mais ça aussi, il y a comme une reliance qui se fait au travers de ça. Et euh, et tu sais, dans ce que tu dis, tu sais, il y a la notion de guérir, donc c'est un petit peu nous là qui sommes là aujourd'hui. Puis je dis nous, je suis pas un homme, mais comme on a tous vécu des choses, mais donc on est tous dans un chemin de guérison. Puis il y a ce chemin de guérison qu'on entame nous en tant que société aujourd'hui, ou ceux qui sont dans cet élan-là, qui va amener finalement peut-être plus tard à aller préserver ce qui est déjà là chez l'enfant. Parce que cette capacité d'empathie, je le vois chez mes enfants. Mon tout petit avait, je sais pas moi, un peu plus d'un an. Puis quand son frère allait pas bien ou qu'il vivait quelque chose, c'était le premier à aller. Et puis là, on voit pas mes mouvements, mais le prendre par le visage, puis le regarder, puis lui faire une caresse. Puis c'est comme Mhm, l'accueillir dans son émotion. Donc après la guérison, il y a cette préservation aussi de ce qui est déjà là pour ne pas avoir à le guérir plus tard. Donc ce lien aussi qui se fait entre ces deux sphères-là. On est peut-être à la phase où on guérit nous-mêmes avant de pouvoir mhm, transmettre. Puis viendra ce moment-là qu'on peut commencer dès maintenant avec nos propres enfants, mais mhm. on va les préserver, on va les nourrir, ces élans-là. Et donc s'inspirer de nos enfants finalement pour vivre. Absolument. Puis, puis là, j'arrive à la question finale qui est la question du grand rêve. Puis j'avais envie justement avec tout ce que tu as partagé, où on arrive à percevoir des éléments, des parcelles de ce à quoi tu rêves. Ben, c'est quoi ton rêve pour demain, cette utopie réaliste que tu portes? Puis pas uniquement dans la tête, mais dans le cœur, dans le ressenti, il ressemble à Mhm. quoi? Bah, déjà, je trouve que c'est un contexte qui est difficile, où il y a pas beaucoup de place à l'utopie, puis au rêve. Là, Mhm. donc, je trouve que c'est important d'en avoir, d'autant plus, parce que je trouve que le contexte est tellement défavorable à la rêverie, à l'utopie, donc il faut en avoir, parce que sinon, c'est ça, la survie émotionnelle est difficile. Sinon, ben, je pense que je sais pas, je vais peut-être sortir plein de clichés, de grandes phrases, mais je sais pas, pour moi, j'aspire à de la douceur, enfin, Euh, la paix, alors c'est facile à dire, et puis vu le contexte encore une fois, mais une espèce encore une fois, je pense de paix personnelle, quoi. Enfin, euh,
je sais pas comment articuler une réponse qui fasse un peu de sens, un peu de, Il y a pas mais de... euh, je- c'est ça. Je pense que si on mettait l'emphase sur les guérisons individuelles, personnelles, euh, qui fassent en sorte que collectivement, on soit plus dans l'écoute, plus la collaboration, plus la forme d'entraide, mais on dirait que toute la structure du système fait en sorte qu'on nous pousse vers l'individualité, puis les gains personnels. Donc, je, je pourrais aspirer à une grande révolution. Il y a une Hmm. part de moi qui est un peu un petit révolté quand même dans l'âme, là, qui aimerait un peu bousculer fortement le système quand même. Mais ma sagesse me dit que ça va arriver autrement. Euh, mais oui, non, j'aspire à ce qu'on invente des systèmes finalement d'un vivre ensemble sur d'autres bases. On parle beaucoup, enfin moi c'est un questionnement que j'ai depuis très longtemps sur les notions de succès. Mhm. C'est quoi le succès? C'est quoi la réussite? Et puis aujourd'hui, ben, ça ne passe que par l'argent et puis la visibilité, mais est-ce que tous ces gens-là sont plus heureux que d'autres? Je ne sais pas, mais la réussite, le succès, si ça venait. Une fois, j'entendais quelqu'un qui disait aussi le succès se mesurait à la façon dont les gens se sentent en sécurité avec toi, auprès de toi, ça serait beau. Et effectivement, je trouve que c'est beau comme idée, comme image, de dire, Hmm. ça serait quoi les autres notions de notre réussite dans la vie? Si on retire un peu l'argent, de dire, ben oui, c'est parce que j'ai pu me connecter à ce que j'ai voulu faire aussi. Dans nos propres trajectoires. Mon rêve d'enfant, il est où? Quand j'ai 40, 50 ans, qu'est-ce que j'en ai fait? Est-ce que je l'ai tassé pour avoir une grosse job et faire beaucoup d'argent? Fine. Est-ce que c'était vraiment ça que tu voulais faire? Peut-être pas. Euh, donc de se connecter beaucoup à soi. Est-ce qu'on était, tu sais, tu disais d'apprendre de nos enfants, ben, apprenons aussi de l'enfant qu'on a été aussi. Tout à fait. C'est des questions que je me suis posées plusieurs fois dans ma vie. Qu'est-ce que le Michael de 10 ans, il voulait faire? Puis j'en suis où quand j'en ai 30, 40, 50 bientôt là. Donc, est-ce que je suis dans ma trajectoire de vie? Est-ce que je suis dans mes valeurs? Est-ce que je suis dans ce que je voulais incarner, dans ce que je voulais réaliser, dans ce qui me rend heureux? J'ai l'impression que si on... Mais ça revient beaucoup en fait à l'introspection, tout ça. C'est si on osait individuellement se poser beaucoup plus ces vraies questions, probablement qu'on ferait des choix différents dans nos vies individuelles. Nos choix individuels seraient vraiment différents et probablement que collectivement, ça aurait un impact aussi parce qu'on ne courrait pas à ce succès factice, on courrait vers notre vrai succès à nous. Et ça changerait, je crois, beaucoup de choses quand même, même dans le vivre ensemble parce que probablement que dans nos succès personnels, il y en a plein qui rentreraient en résonance avec ceux des autres et non pas en Hmm. compétition. Euh, Fait que voilà, je pense que pour essayer de répondre à ta question, j'aspire à plus d'introspection finalement pour faire des choix autres. Ce serait peut-être ça, mon choix. Ouais, et merci pour ça, Michael. J'ai senti ta réserve au début, puis tu t'es ouvert un peu plus. Peut-être pas tant une réserve que d'essayer de ne pas dire des lieux communs ou d'essayer c'est ça, d'apporter humblement un peu de l'eau au moulin de ta question. Oui, oui, oui. Oui, mais en même temps, tu sais, tout ce qui est très personnel, puis qui peut-être se répète, est très universel aussi. Donc, il y a Ouais, cette part d'intime exact. qui entre, qui permet d'entrer en Mm. résonance. Mais oui, donc, tu parles d'introspection, tu parles de justement revenir à cet enfant-là qu'on était. Puis, tu sais, as parlé d'une grande révolution, et pourquoi pas une grande révolution tranquille. Puis, je dis souvent Ouais. que c'est peut-être celle que moi je mène, en tout cas, une révolution tranquille. Mhm. En introvertie, moi aussi, que je suis. Alors, merci de d'oser cette utopie, de d'oser cet espoir-là et d'avoir osé déposer en mots ce qui t'habite en ce moment, ce qui t'habite au travers ton projet de cœur, parce que je pense que c'est essentiel, c'est nécessaire, puis ouais, d'ouvrir la conversation. Fallait le faire, fallait oser le faire déjà. Merci de l'invitation, Sophia. Avec joie. Puis pour ceux qui nous écoutent, ben, n'hésitez pas à interagir, n'hésitez pas à m'écrire suite à ça. Puis ben, vous le savez, la meilleure manière d'encourager le podcast, c'est de partager, d'ajouter vos belles petites étoiles. Et puis, euh, et puis voilà, je vous dis à tout bientôt.